Bonjour à tous, un entretien exceptionnel avec Gilbert Collard. Cet et Théodore, mon chien. Théodore, qui a besoin de rester près de toi. Mais je suis désolé de vous imposer, mais il m'a accompagné. À Debout la France, on aime les animaux. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Un entretien qui était prévu bien avant l'affaire, la grande affaire judiciaire d'aujourd'hui, et vraiment ça tombe à pic, si je puis dire, oui. Parce que vous le savez, si vous êtes les abonnés de cette chaîne YouTube, je vous invite d'ailleurs à vous abonner toujours plus, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Gilbert Collard, très sincèrement, quelle est votre vision objective, j'allais dire sans émotion? Comme disait Napoléon. Exactement, la célèbre phrase de Napoléon. Sans émotion, quelle est votre analyse du verdict qui a condamné Marine Le Pen et de cette fameuse exécution provisoire de l'inéligibilité? Alors, j'ai discuté de cette décision, vous en doutez, avec beaucoup de monde, et la plupart des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'en parler n'avaient pas lu le jugement, comme de bien entendu. J'ai pris la peine, une fois passé le choc émotionnel de la décision d'exécution immédiate, qui pour moi ne s'impose pas, j'ai pris la peine d'étudier de près les arguments. Bon. Alors, première observation, ce sont quand même les parlementaires qui ont voté cette loi à la con. Et j'ai voté contre. Et nous avons voté contre. Tu avais voté contre aussi. J'avais voté contre, tu avais voté contre, Marion aussi avait voté contre, je crois. Donc on avait vu venir quand même le danger de ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir des juges. Mais d'évidence, ce sont les parlementaires, on est bien d'accord, qui ont donné ce pouvoir. On pourrait même dire que certains, dont on ne citera pas les noms parce qu'on n'est pas des balances, qui aujourd'hui veulent la suppression de ce texte, ont voté pour ce texte. Bon. Donc on donne, les parlementaires donnent des fouets aux juges et après ils s'étonnent de prendre la fessée. Bon. Mais rien n'obligeait pour autant le tribunal, on est bien d'accord, à prononcer cette exécution provisoire. Pour le faire, il fallait deux conditions. Je peux les développer. Et oui. Prends le temps parce deux conditions. Et je crois que on va demander à nos amis et à nos ennemis, surtout à nos ennemis, s'ils sont là, il faut espérer qu'ils sont là, d'écouter. Il faut tout d'abord, pour que la décision soit exécutoire, à savoir que Marine Le Pen soit inéligible tout de suite, que un trouble à l'ordre public puisse exister du fait qu'elle soit candidate. Le trouble à l'ordre public, pour les magistrats, c'est un trouble à l'ordre public, tenez-vous bien, unique dans les annales, à l'ordre démocratique. On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais entendu parler de ce trouble à l'ordre public. Tu en avais entendu parler, toi D'ailleurs, on pourrait dire que le trouble à l'ordre public démocratique, c'est le fait d'empêcher un candidat qui, il faut le reconnaître, est dans la tête des sondages, oui, à l'élection. Le trouble est plutôt de l'empêcher que de le maintenir. Bien sûr. C'est du reste ce que le Conseil constitutionnel, dans sa fameuse décision, qui a été si commentée, laisse entendre. Il faut qu'il y ait une proportion entre la décision de l'exécution immédiate et l'exercice du mandat, et, dit le Conseil constitutionnel, la liberté de l'électeur. La liberté de l'électeur. Bon. Et les magistrats se sont complètement assis sur la décision du Conseil constitutionnel. Bon, donc, trouble à l'ordre public, il n'y en a pas. Alors les juges disent qu'il y aurait un trouble à l'ordre public si Marine Le Pen, étant condamnée en première instance, pouvait être candidate et était élue. Mais il y a l'appel. Il y a l'appel. Alors pour eux, même si l'appel l'a relaxé, sa candidature serait un trouble à l'ordre public. Bon, il y a une volonté qu'elle ne soit pas candidate, quoi, faut être clair, bon. Et après, c'est le deuxième critère, c'est la réitération de l'infraction. Elle n'est plus parlementaire européenne, elle n'est plus présidente du parti, et je crois qu'elle a compris où est le danger de réitération. Non, vraiment. Non. Là, on est en... Alors
la réalité de l'infraction, c'est autre chose, on peut en discuter, il y a le pour, il y a le contre, il y a l'étude du dossier, chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais là où il devrait y avoir consensus démocratique, c'est que cette exécution provisoire est, sur le plan juridique, inacceptable, intolérable. Surtout, elle ne respecte pas le droit. Ah non, elle viole le droit complètement. Mais ça me paraît important parce que de bien dissocier, en tout cas moi c'est ce que j'ai dit, pour moi, il faut quand même bien rappeler que les élus ne sont pas au-dessus des lois. On est d'accord, oui. Et on n'a pas, pour le coup, à jeter tous les juges avec l'eau du bain. Mais, en revanche, ils ne sont pas en dessous des lois. Non, non. Et puis... c'est là où la décision est choquante. Et moi, je veux bien le dire, la décision est choquante, pas dans sa condamnation qui ne nous regarde pas, entre guillemets, dans la mesure où il y a appel. Et donc, il va y avoir appel. Et 3 autres juges vont pouvoir déterminer si l'infraction mérite 4 ans de prison. Enfin, c'est quand même une peine très lourde. Ah, oui, déjà. 2 ans de bracelet électronique. Etc. Donc ça, il y a l'appel, on est bien d'accord. Mais ce qui est inacceptable, c'est d'avoir instrumentalisé une disposition de loi, de l'avoir déformée pour, en fait, sortir une candidate. Et je dirais exactement la même chose si c'était Mélenchon, Bayrou ou un autre. On est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord, mais... Est-ce que tu as remarqué Non, est-ce que tu as remarqué que c'est très intéressant? C'est que les socialistes, certains macronistes, instrumentalisent la réaction de ceux, j'allais dire, rigoureux comme nous, qui ne remettons pas en cause la justice, mais qui remettons en cause l'aspect scandaleux de l'inéligibilité. Ils instrumentalisent ça comme à leur habitude pour dire, vous voyez, tous ces gens-là remettent en cause l'état de droit, la démocratie. C'est-à-dire que c'est une inversion accusatoire dont on a l'habitude, et ça c'est inacceptable. Non, parce que c'est le danger. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent une réaction de protestation excessive pour dire, voyez, vous ne respectez pas les juges. On les respecte, mais les juges ne sont pas au-dessus non plus des lois. Et les juges doivent appliquer la loi. Et donc voilà pourquoi. Alors la décision importante, à mon avis, c'est la décision qui a été prise d'accélérer, de ne pas attendre 2 ans. Alors c'est même pas une décision, c'est un principe d'organisation. Oui, mais il y a bien quelqu'un qui décide. Parce que pourquoi il y a des... Par exemple, l'affaire Bayrou, j'ai vu, en appel, sera jugée après, en fait, l'affaire Le Pen. Oui, voilà, comme par hasard. Mais alors, on parle de l'indépendance de la justice, bien sûr. On va faire comme tout le monde, on va se mettre à genoux devant tous les grands principes. Soyez rassurés, on respecte tous les grands principes. Les juges sont indépendants, les juges sont irréprochables, les juges sont libres, les juges sont intègres, les juges ont vraiment toutes les qualités du monde. Mais alors pourquoi, Gilbert, pourquoi Pénicaud, McKinsey, Kohler, Ferrand, Dupond-Moretti, Benalla, si on analyse toutes les grandes affaires, comme par hasard, c'est quand même curieux. Est-ce que c'est moi qui vois de travers, qui est trop bu? Fillon, Sarkozy, Le Pen, assassinés, et de l'autre côté, les autres toujours relaxés. Mélenchon 2017, hein. Ah, j'ai oublié celle-là. Mélenchon, l'affaire est à l'instruction depuis 2017. Toujours pas jugé. Mais ça sortira juste avant la présidentielle. Peut-être. À la Fillon. Mais alors pour répondre. Non, mais est-ce que le 2 poids 2 mesures est une vision fausse que j'ai et que des millions de gens ont, ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Il y a une politisation structurelle de la magistrature. On aurait pu ajouter Ferrand. Oui, ben je l'ai dit, Ferrand. Ah oui, et alors qui se retrouve au Conseil constitutionnel maintenant, avec le procureur général qui a cassé l'affaire, voilà. Qui a été aussi nommé au Conseil constitutionnel. Absolument, oui. Donc il y a bien un problème de déséquilibre. Voilà, il y a quelque chose, quoi. Étant donné, bien sûr, que la justice indépendante... voilà. Mais elle est tellement... Alors, en fait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'elle est... Attends, je finis ma phrase. Oui. Elle est tellement indépendante qu'en fait, sa politisation intrinsèque l'a fait pencher d'un côté. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème, non? Comment on corrige ça? C'est ce que j'allais dire. Si on va un peu plus loin. J'allais dire que on peut se croire indépendant en étant complètement prisonnier d'une idéologie. Donc c'est ce qui se passe. On peut avoir le sentiment d'une parfaite honnêteté dès l'instant où on est prisonnier d'une idéologie. Tout à fait. Je veux dire,
un individu qui est convaincu religieusement, par exemple, et qui applique intégralement sa religion, il n'a pas le sentiment d'être malhonnête. D'accord? C'est un peu pareil avec l'idéologie. Hein. Alors, il faut vraiment, ça on l'a demandé depuis longtemps, nous, hein, on l'a, les propositions de loi ont été rejetées chaque fois. Il faut complètement dépolitiser la magistrature. Je propose l'interdiction des syndicats dans leur aspect politique. Oui, mais bien sûr, c'est une évidence. Le syndicat de la magistrature qui a écrit un texte hallucinant en 2022. Sans être traduit dans le Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça qui est incroyable, quoi. Donc en fait, si je reprends, pour corriger le tir, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Interdiction des syndicats? Non, pas interdiction des syndicats, parce que ça serait... Non, interdiction du syndicat dans son aspect politique. Voilà, garder un syndicat, pour les magistrats, c'est normal. Oui, mais normal, pour défendre les intérêts de la profession, voilà. Mais pas d'action politique. Comment se fait-il, car depuis des années, le syndicat de la magistrature, qui a 30% des voix des magistrats syndiqués, se permet ainsi de contester les lois du peuple français? Au culot. Au culot. Donc, sanction du Conseil supérieur de la magistrature. Au culot. Il faudrait des sanctions du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait trois choses. La première, il faut... c'est pas ça qui fait marcher le syndicat de la magistrature, hein, mais d'une manière générale, ce serait utile ne plus décorer les magistrats en exercice. Oui. Nous autres députés, on n'est pas décorés. On ne peut pas l'être. Hein. Ça devrait être pareil pour les magistrats. Parce que les hochets de la vanité, bon, même si les magistrats, évidemment, sont parfaits. T'as peur d'une diffamation? Non, il y aura non, mais je veux dire, non, mais moi, je veux reconnaître chaque fois. Bon. Deuxièmement, plus aucun poste dans les ministères pour des magistrats, parce que c'est là que commence la contagion politique. À partir du moment où un magistrat va servir dans un ministère avec un ministre ayant une couleur politique, il est d'abord entaché et séduit. Les ordres de la République, bon, hein, et puis le pouvoir, quoi, bon, et ça c'est pas bon, quoi, le juge dans cette fonction. Donc une incompatibilité renforcée. Ah oui, dans sa fonction magnifique de juger. Et la troisième, on vient de l'indiquer, le syndicalisme doit être limité à l'action professionnelle. Dès l'instant où un syndicat exprime une opinion politique, il doit être sanctionné. Je viens, il nous reste pas tant de temps que ça. Je viin aux conséquences politiques. Moi, j'estime que face à telle tâche sur notre fonctionnement démocratique, il doit y avoir aussi, pas simplement une réponse protestataire, des pétitions, c'est très bien, des manifestations, c'est très bien, mais comment peut-on accepter le double jeu d'Emmanuel Macron? Je pense que si le gouvernement Bayrou, comme je le demande depuis des mois, avait été censuré dès le départ, puisque Bayrou égale Barnier. Barnier a été censuré. Bayrou doit être censuré. Si la procédure de destitution de Macron avait été signée, je pense que le pouvoir aurait été plus sur la défensive. Moi, j'ai le sentiment que les oppositions, à force de vouloir obéir au canon du politiquement correct, finalement, ont laissé Macron et son gouvernement, pourtant désavoué par les urnes et par les Français, leur ont laissé une quelque sorte main libre. Et que maintenant, il est beaucoup plus difficile de le faire rentrer dans sa boîte. Oui. Est-ce qu'il faut une réponse, selon toi, comme je le pense, politique, c'est-à-dire censure du gouvernement Bayrou, signature de la procédure de destitution, pour que la parole revienne au peuple en matière d'arbitrage? Il y a eu 2 élections européennes législatives, il y a eu ensuite une censure. Aucune leçon n'est tirée depuis 1 an maintenant, presque, du désaveu populaire. Ils continuent les mêmes politiques depuis 30 ans, et là, on a l'impression qu'en fait, le vote ne sert plus à rien. Non, c'est clair, comme réponse politique, tu dirais quoi à Marine Le Pen si tu devais... Je ne sais pas si tu es encore non, je ne suis plus en contact avec Marine. D'ailleurs, tu n'appartiens, qu'on le précise, parce que Gilbert Collard gentiment répond à mon invitation, mais il n'est pas membre de Debout la France. Non, je tiens à le préciser. Ni d'aucun parti, du reste. Voilà. Tu as retrouvé ta liberté. J'ai retrouvé ma liberté. Ta virginité. Et qu'est-ce que ma virginité, je ne la retrouverai jamais, mais ma liberté, qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir retrouvée, hein, de pouvoir parler sans avoir quand même des comptes à rendre
à la doctrine d'un parti, hein, parce qu'on est quand même un peu obligé, hein, quand même. Bon, moi je crois que il faut plus faire de... Voilà, je vais résumer ma réponse. Plus on fera de cadeaux, plus on sera cocu. C'est clair, c'est ce que je fais, je répète éternellement. Je crois que moi, je suis d'accord. Bon, c'est clair. Je trumpiserai à la française. Il ne faut pas faire de cadeaux, ils nous prennent pour des truffes. Ils se moquent de nous, ils se jouent de nous. Ils manipulent les forces politiques. Dès qu'une chaîne de télé les dérange, ils essayent de la fermer. Dès qu'un homme politique les dérange, ils essayent de le déquiller. Tous les moyens sont quelque chose. On est dans une démocratie dictatoriale. Tout à fait. Et il faut lutter contre cette démocratie dictatoriale comme on lutte contre une dictature. Exactement. Ben, c'est tout le sens... de notre combat, oui. Parce que, d'ailleurs, on le voit, et c'est curieux d'ailleurs, que les forces politiques françaises, du moins certaines, n'aient pas compris ce qui s'était passé aux États-Unis. Parce que si Trump a gagné, c'est parce que justement il a eu le courage de ne pas fléchir, de ne pas faire de compromis et d'être toujours dans la ligne. Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce que fait Trump, mais ça veut dire qu'on aurait dû en tirer une leçon en France. Voilà pourquoi moi je pense que la dissolution, pas la dissolution, la censure et la destitution sont les deux lames du rasoir sur lesquelles on doit appuyer si on veut être respecté. Parce que le grand danger, tu l'as vu en Roumanie, c'est l'annulation du second tour, c'est l'interdiction de se présenter d'un candidat. À partir du moment où, comme Napoléon III, on choisit ses adversaires, c'est plus une élection. Tellement facile. Et puis, parce qu'à ce moment-là, tu choisis ceux... D'ailleurs, le système des sondages allié au temps de parole des médias, j'en suis une certaine victime, est un moyen de cadenasser les élections. Puisqu'en fait, on voit bien qu'à chaque élection, c'est le système qui choisit son opposant. Et qui choisit l'opposant qui peut le mieux lui permettre de gagner. Et qui choisit ses journalistes aussi. Bon, il y aurait... On pourrait faire un livre là-dessus. C'est ce que je suis en train de préparer, tu verras. C'est vraiment, je m'excuse de revenir sur cette expression. On est dans une... Elle est de Tocqueville, hein, qui parlait, lui, de démocratie autoritaire. Bon, moi, j'ai transformé ça par dictatoriale. Hein. On est dans une démocratie dictatoriale. Quoi. Démocratie d'opérette, si on est plus gentil. Bon, ils font ce qu'ils veulent avec les contrôles fiscaux, avec les enquêtes fiscales, avec les surveillances téléphoniques, avec les ennuis permanents, les procès en diffamation. Parce qu'on a beau dire, mais 1, 2, 3 procès en diffamation, ça fatigue. Je peux annoncer, d'ailleurs, je peux vous le dire, chers téléspectateurs, moi j'ai 2 procès qui sont tout à fait symboliques de ce qui se passe dans notre pays. J'ai un premier procès des frères musulmans, enfin de l'association de formation de Château-Chinon, parce que sur le site internet de Debout la France, j'ai publié, il y a longtemps, j'étais directeur de la publication, grosse connerie d'ailleurs, et j'ai laissé publier un texte... Fais attention de ne pas répéter le texte qui te vaut le procès. Hein. Oui, mais je maintiens, j'ai laissé publier un texte de notre responsable local sur le centre de formation de Château-Chinon, et d'ailleurs Bruno Retailleau, Marion Maréchal et tous les autres ont dit la même chose. Eh bien, nous sommes traduits tous les deux devant le tribunal de Lyon pour diffamation. Donc il n'y a plus de capacité d'expression, d'analyser un phénomène sur ce que font certains islamistes dans notre pays. On n'a même plus le droit de le dire. Et puis le deuxième procès que j'ai, qui est quand même très intéressant, traduit une époque, c'est qu'à une émission de CNews, au moment de l'explosion des tarifs de l'électricité, j'ai à nouveau rappelé que nous pouvions revenir au prix national comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. J'ai expliqué pourquoi l'alignement sur le marché européen était le plus grand cadeau fait aux Allemands, ce qui est une vérité. J'ai parlé de haute trahison, c'est un langage politique, et je suis traduit par monsieur le maire, qui a quand même ruiné la France, qui a étouffé les entreprises avec ce prix exorbitant de l'électricité. Je suis traduit en diffamation, mais je vais me battre. Et je ne vais pas lâcher. Mais ça veut bien dire quoi? Ça veut bien dire qu'en fait, comme par hasard, c'est les personnalités de l'opposition qui sont ciblées. Oui, c'est usant. C'est jamais dans l'autre sens. Et c'est usant. Hein. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Tout est fait pour réduire la liberté d'expression dans notre pays. J'ai calculé que si j'avais dû payer mes avocats, c'est pas une blague ce que je vais dire, vraiment en prenant le tarif le plus raisonnable des avocats, avec les procès en diffamation, les procès
qui m'ont été faits pour le fameux tweet contre Daesh, j'en serais à 150 000 euros d'honoraires. Heureusement, ce sont des confrères qui, comme je suis avocat, le font par amitié, hein, mais j'imagine les... Non, mais c'est un vrai problème. Voilà, on l'oublie, ça. On l'oublie. Tout est fait pour faire taire. Voilà pourquoi il est si important d'avoir des chaînes d'information différentes. Il y a, pour te dire, c'est quand même impressionnant, et je vous le dis parce que je vous le dois, la semaine de ma déclaration de candidature, le 8 mars, on a eu à peu près 6 millions de vues entre énorme. X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Mais la vraie liberté est là. La vraie liberté est là. Elle est extrêmement fragile. Fragile, mais elle est vitale. Parce que quand on voit qu'on donne 4 milliards 200 millions d'euros aux chaînes publiques et à la presse qui censurent les uns et les autres, et que là, ça nous coûte notre présence, un téléphone, 2 caméras. Tu sais ce qu'on ça veut dire on est des résistants. On est les gazettes de la Révolution. Oui. On est les gazetiers de la révolte, bon, avec nos petits moyens. Mais c'est extraordinaire, c'est très beau. Oui. C'est très beau face à des géants qui veulent absolument imposer leurs paroles. On est dans un petit studio, là, avec un technicien que je salue, des éclairages qui sont très bien du reste, hein, bon, du petit matériel, mais c'est magnifique, quoi. Mais ça prouve que la France restera toujours la France par sa liberté. Oui, mais c'est... On va peut-être se conclure là. Alors peut-être quand même avant, Gilbert a écrit, pardonnez-moi, a écrit un livre absolument étonnant, Indéfendable mémoire, que j'ai lu. Quand je l'ai lu, je vais te dire franchement, Gilbert, j'ai feuilleté, j'ai dit oh là, bon. Et j'ai été absolument captivé. Je vous invite à le lire, Indéfendable mémoire. C'est pas du tout sur la politique. Non, oui. Mais j'ai ressenti en lisant ce livre combien la justice était humaine avec ce que ça comporte de grands et de petits. Ouais, inquiétant. Et c'est un livre extraordinaire. Est-ce que tu peux le résumer parce que tu as voulu... Il aborde plusieurs grandes affaires auxquelles il a été participé. Il montre comment tu as commencé dans ton petit bureau à Marseille. Ouais. Et il est fascinant ce livre. Alors, je vous invite à le lire, pas pour te faire plaisir, je le dis sincèrement. Ma fille me l'a emprunté, elle a été captivée. Comment tu as voulu écrire ce livre? Pourquoi? Est-ce que tu en as un autre en préparation? Oui, parce que tu n'as pas eu celle-là. J'en ai deux en préparation. Tu n'as pas eu ces affaires-là. Maintenant, j'en ai deux en préparation. J'ai tenté de raconter l'arrière-pays difficile d'accès du crime. Ce qu'on voit du crime n'est jamais ce que cache le crime. Et j'ai essayé, parce que le crime, je l'ai côtoyé pendant des années et des années. En tant qu'avocat pénaliste. Je rappelle que Gilbert Collard, avant d'être un homme politique, a été un grand avocat pénaliste. Non, mais les jeunes ont peut-être oublié. Oui. Et vraiment, j'ai connu des affaires criminelles inimaginables. Je vais même dire que le crime est déprécié aujourd'hui, quoi. Le crime d'aujourd'hui n'est plus le crime d'hier. Hein. On a connu des affaires criminelles gigantesques, quoi. Hein, bon, gigantesques. Et je cherche, pour être rapide, à travers l'expérience que j'ai pu avoir, je cherche à faire comprendre ce que j'ai pu saisir d'inavouable chez le criminel. L'âme. Bah, oui, l'âme du criminel. Là, elle est derrière l'horreur. Ouais. Aller derrière l'horreur, voilà. Et c'est impressionnant. L'affaire Ranucci. L'affaire Ranucci, qui est impressionnante. L'affaire du Grand Bornand. L'affaire du Grand Bornand qui est monstrueuse. L'affaire d'Oriol. L'affaire d'Oriol qui est effrayante, quoi, de folie. De folie, hein. L'affaire des bébés échangés. L'effort des bébés échangés, qui est peut-être la plus, à la fin du livre, c'est l'affaire qui est la plus effrayante sur la machine judiciaire. Et la manière dont elle écrase tout aussi. Ah oui, et la manière dont elle peut mépriser la douleur, quoi. Parce que dans cette affaire qu'on ne va pas raconter, ce serait trop long, il a vraiment fallu que j'arrive et que je foute le bordel pour que cette affaire qui était étouffée depuis 8 ans, sous l'effet d'une publicité que j'ai provoquée, rejaillisse et soit jugée. Donc en fait, d'ailleurs, je pense que ça nous remet à la conversation qu'on a eue avant. On y revient. Comment un pouvoir peut être contrôlé. Parce qu'en fait,
Le pouvoir judiciaire n'est plus sous il faut contrôle. y arriver, il faut y arriver. Voilà, il faut trouver les voies et les moyens, sans Mais porter en fait, atteinte ça- au pouvoir judiciaire, Mais de non, le contrôler. Mais ça a été étudié. Oui. Ça a été Est-ce qu'il y a étudié. d'autres pays Oui, il y a qui, des pays, qui sont oui. plus matures dans ce Oui, domaine? oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ça qui serait intéressant. Bien sûr, ça a été. Mais ça a été le projet de loi. Moi, je peux le donner. Hein, il est prêt. Je l'ai Eh ben, rédigé. tu me le passes. Je l'ai rédigé. Hein, quand j'étais parlementaire, j'avais proposé qu'on le déposât, mais bon, il fallait pas le faire, quoi. C'était pas le bon moment. Mais je sais exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Et sans essuyer le moindre reproche de la part des magistrats, Bien puisque. sûr. Mais d'ailleurs, c'est l'intérêt des magistrats. Non, mais l'idée elle est simple. Si on a 30 secondes, Mais vas-y. c'est de transposer aux magistrats le principe de la responsabilité des avocats. C'est eux qui ont créé la jurisprudence pour les avocats. Donc ils vont pas dire qu'elle est déplacée. Très juste. Donc ils vont pas dire qu'elle est mal faite. C'est eux qui l'ont créée. On les assure, et s'ils font une faute, ils paient comme l'avocat une part de 1000 euros, 3000 euros, mais le principe est acté. Le principe est acquis. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'État qui s'interpose. Et qui doit se retourner, ce qui ne se fait jamais, contre le juge. Non, mais on leur applique la jurisprudence qu'ils ont élaborée à l'égard des avocats. Un avocat qui oublie de signer un document, il est responsable. Très juste. Ils pourront pas dire qu'elle est totalitaire. C'est eux qui ont créé la matière. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et la formation. La formation. Est-ce qu'on peut accepter que dans un pays, une profession, quelle qu'elle soit formée sur le même moule, les mêmes antécédents, les mêmes professeurs, le même fonctionnement? Est-ce que ça n'a pas un côté extrêmement effrayant? Et on le voit, le problème de notre pays, c'est tous ces canaux. Les gens sont enfermés dans des citadelles, dans des forteresses. Les journalistes parisiens d'un côté, les juges, les politiques. Il y a plus de circulation. La France Il y a plus de circulation. meurt de ces couloirs. J'en suis absolument certain. Donc, comment pourrait-on desserrer la formation et éviter cette espèce d'emprise de l'École nationale de la magistrature? Il faudrait... Le système anglais est bon de ce point de vue-là. On prend comme juge, pas seulement, mais en grande partie, les avocats qui ont le mieux réussi. Un avocat qui a une très belle clientèle, qui abandonne alors son métier. Il abandonne son métier, il devient juge. C'est un honneur. Il va gagner beaucoup moins d'argent, c'est clair, mais il devient juge. Et ça donne une magistrature quand même qui est de très bon niveau. Alors bon, il y a d'autres circuits aussi. Oui, il ne faut pas en regarder qu'un seul. Faut pas en regarder qu'un seul. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un système où la magistrature aurait plusieurs rivières qui alimenteraient le fleuve? Oui, bien, mais ça avait déjà été tenté de mémoire. Ça a été tenté, mais normalement on peut par des passerelles, quand on a été vétérinaire, devenir magistrat, enfin bon, il y a des passerelles incroyables, quoi, inconcevables, ou agent du fisc, devenir avocat, enfin devenir magistrat, bon avocat c'est une évidence, mais non, je crois qu'il faudrait complètement, si tu veux, briser l'idéologie religieuse qui règne dans l'école de la magistrature, tu vois, on est et puis avec cette détestation aussi de l'avocat, quoi, il faut bon, on est dans une société malade et il faut trouver à cette maladie des remèdes, mais c'est très compliqué, hein. Il faudrait vraiment un pouvoir qui soit capable par référendum. Oui, le référendum est un moyen excellent. Je pense que c'est la seule solution aujourd'hui pour débloquer la France. Pour débloquer la France, oui. On n'y arrivera pas sans référendum. Oui, je le crois aussi, oui. Ce sera le mot de la fin. Merci Gilbert. Alors, tu m'en voudras pas Gilbert de faire un peu notre pub, mais je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est un moyen d'information libre. Je vous invite aussi à rejoindre Debout la France, on a besoin de vous. Militez, vous pouvez contacter sur le site tous nos responsables départementaux. Et puis, financièrement aussi, ne pas nous oublier, les dons sont défiscalisés, et vous le savez, ils ont des milliards, ils ont des réseaux incroyables, et nous avons que votre soutien. Et c'est comme ça que nous pouvons porter une voix différente, une voix libre, une offre politique alternative. Alors, à très bientôt, et n'oubliez pas d'être acteur de ce changement que nous voulons tant aujourd'hui.